Le Muséum national d'histoire naturelle, vous connaissez? Vous avez certainement visité le Jardin des plantes, la Galerie de l'évolution. Mais savez-vous que dans les bâtiments qui entourent le jardin travaille une équipe de chercheurs qui s'intéressent aux relations homme-nature? C'est le laboratoire d'éco-anthropologie et ethnobiologie. Et c'est ici que l'histoire qui va suivre, l'histoire de ma thèse, a commencé. Mon travail de recherche? Comprendre l'impact des projets de conservation de la biodiversité sur les pygmées d'Afrique centrale. Les premiers mois sont consacrés à la revue de la littérature. Il faut lire et encore lire, tout lire sur le sujet, mais aussi recouper les informations, les synthétiser. En somme, en savoir suffisamment long pour ne pas réinventer l'eau chaude. Vient le temps de partir sur le terrain. Mais où aller? Je pars d'abord à l'ouest Cameroun, puis au sud Gabon. C'est l'occasion de se familiariser concrètement avec les méthodes de terrain et de mettre à l'épreuve les idées théoriques. En juillet 2007, j'arrive de nouveau au Cameroun, mais cette fois, destination l'Est. Une zone forestière connue pour sa grande faune, ses exploitations forestières et territoire des pygmées Baka. J'observe, je retiens mes questions. Ma problématique en tête, je tâtonne prudemment. Et au détour d'une discussion... Et pour aller chercher donc ces plantes médicinales, et ça va nous coûter trop cher. Lorsqu'il y a déjà l'intervention de la conservation, et on ne pourrait pas, on ne savait pas comment on va passer pour aller chercher tous nos rites. Voilà, les choses étaient dites. Il semble que l'endroit soit parfait pour mon sujet. C'est donc là que je décide de venir travailler. 4 mois plus tard, je reviens, seule cette fois et pour 5 mois à travailler dans les villages. Je ne le sais pas encore, mais je reviendrai 1 an plus tard pour une autre mission de 6 mois. Je décide de me concentrer sur une zone entre les villes de Yokadouma et Molundu, dans une zone s'étendant sur 260 km et comptant 1 habitant au kilomètre carré. C'est immense. Je choisis alors 3 villages dans lesquels j'essaye de me trouver une place, une famille pour m'accueillir, me guider. Et le travail commence. Je participe aux activités quotidiennes, j'observe, pose des questions, j'apprends la langue, les convenances. Au fil du temps, mes oreilles s'affinent à cette nouvelle langue, aux rumeurs, aux discussions à voix basse. Je commence peu à peu à comprendre. Dorénavant moins naïve, je passe progressivement du statut d'étrangère à celui d'adolescente un peu attardée. Bon, j'ai 29 ans, j'ai pas d'enfant et je suis moins expérimentée dans de nombreux domaines qu'une gamine de 10 ans. Et plus aguerrie au fil du temps, on me parle alors plus directement. On me montre le sens des événements, on me fait des confidences. Les choses cachées me sont peu à peu dévoilées. Je remarque que quelque chose revient toujours dans les conversations. Quelque chose d'obsédant, de déroutant, de dangereux, qui cristallise toutes les peurs et les fantasmes. La limite. Et alors qu'on m'affirmait qu'on ne pouvait pas aller au-delà de la limite, parce que c'est interdit, dangereux, impossible, nous l'avons transgressé plusieurs fois et mené des activités devenues depuis peu illégales. C'est-à-dire parcouru le territoire des ancêtres s'étendant bien au-delà de la limite et pratiquer des activités ancestrales aujourd'hui condamnées. Mais qu'est-ce que la limite exactement? Si la forêt a l'air immense, vue d'ici, elle a bien changé depuis des années. Car la forêt a été découpée par l'administration en zones d'usage. Chaque zone a un statut spécifique, doit être gérée d'une manière spécifique par des acteurs particuliers. Il existe donc des zones qui deviennent interdites pour certaines personnes ou certaines activités. Revendiquée par tous, la forêt devient l'enjeu de conflits et de convoitises. Voilà un sujet pertinent qui mérite d'être étudié. Comment se recomposent ces territoires et identités? Finalement, la pertinence de l'analyse se trouvait bien au-delà des questions de conservation de la nature et de défense des populations pygmées. Car c'est une multitude d'acteurs et de projets qui interagissent et provoquent les changements. Reste à savoir le rôle de chacun dans ce processus. Je m'intéresse alors au travail des missionnaires, aux actions de l'État et de ses institutions ainsi qu'à leurs partenaires, aux ONG internationales et ONG locales qui interviennent dans la zone, et aussi aux différentes communautés, Bangando, Bakwele, Nguna-Bembe, à leur fonctionnement, à leurs aspirations. Car tous ces acteurs ont des objectifs et moyens d'action différents, et chacun à leur manière, ils participent à la co-construction et au changement de cette zone forestière. Alliances anciennes, conflits, politiques, argent, parenté, pratiques de sorcellerie ressurgissent et influencent ce nouveau contexte. Car que l'on soit chef de village, jeune baka audacieux, naturaliste passionné, homme de pouvoir ou administratif consciencieux, chacun a ses envies, ses idées, ses stratégies et ses capacités d'action. C'est cela qu'il me faut étudier, cette capacité à la fois à subir le changement tout en apprenant à le maîtriser pour en tirer profit, et cela, quelles que soient les logiques contradictoires qui s'exercent en même temps.
Et tout ça, à quoi ça sert? Tout simplement à comprendre pourquoi une politique est peu efficace, où naissent les conflits et où sont les dysfonctionnements. C'est donc amener des éléments aux décideurs afin de les aider à prendre de meilleures décisions. Si moi j'étais un chasseur, avec ma femme, je laisse ma femme au village, je vais chercher, je tue l'éléphant. Donc ma femme n'a pas le droit de coucher des personnes au village, n'importe quoi. C'est interdit. Là, tu as vu la chasse.